Le réchauffement climatique est une réalité, mais une réalité qui a commencé sous le règne de Louis XIV, à une époque où le soleil a éprouvé le besoin de faire une longue sieste, qui s'est terminée en 1695, et depuis ce temps-là, on constate une légère élévation de la température de la Terre. Comment le sait-on? De deux façons. La première, c'est qu'à cette époque, on avait inventé le thermomètre. Et le plus ancien thermomètre que l'on ait, qui se trouve en Grande-Bretagne, montre que, depuis 1695, il y a eu une lente élévation de la température. Oh, c'est pas énorme, depuis 1695, à peu près 1 degré. À la même époque, les scientifiques avaient inventé la lunette astronomique, Galilée. Grâce à la lunette astronomique, on a des relevés de toutes les taches solaires. Et on s'aperçoit que pendant cette fameuse sieste qui a duré jusqu'en 1695, il n'y avait plus de taches solaires. Ensuite, le soleil s'est réveillé, et non seulement il s'est réveillé, mais il a pris de la vigueur jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, on constate effectivement que l'activité solaire mesurée à travers les taches solaires présente donc suit cette évolution. Ça ne veut pas dire que ça va durer, puisque actuellement, le cycle actuel a une amplitude moitié moindre que les précédents. Donc il est très possible que sur ce lent échauffement depuis 3 siècles, on en arrive au bout et qu'il y ait au contraire une petite descente. Oh, ça ne sera pas un effet énorme. Se superpose à cette lente évolution, effectivement, un cycle de 60 ans. Ce cycle s'observe à la fois dans les mesures plus récentes de la température, toutes les mesures, qu'il s'agisse de celles du Hadley Center britannique par exemple ou de la NASA américaine, montrent bien ce cycle de 60 ans. Ce cycle se voit aussi très bien dans la hausse du niveau des océans. On retrouve exactement, vous le voyez là sur la courbe, ce cycle de 60 ans en parallèle avec celui qu'on voit pour la température. Et alors, plus récemment, on mesure, par satellite, les superficies de banquise. La banquise arctique, la banquise antarctique. Si on prend le total de la superficie de banquise, on retrouve également, et vous le voyez sur la courbe, cette oscillation de 60 ans, alors certes sur une demi-oscillation, puisqu'on n'a pas de mesure auparavant, mais effectivement, pourquoi en ce moment on a bien passé le maximum de température vu donc dans les mesures de température, vu dans la hausse du niveau des océans, qui est aussi passé à un maximum, c'est en train de se terminer, on arrive dans la phase où ça commence à décliner, et ça se voit très bien dans les mesures de superficie de banquise, puisque depuis 2 ans, la superficie de banquise est redevenue excédentaire par rapport à la moyenne depuis le début des mesures en 1979. Donc 3 indicateurs nous montrent que ce cycle, on a passé le maximum de ce cycle durant la première décennie de ce siècle, mais que c'est en train de s'inverser. Une figure nous montre que les mesures par satellite indiquent un début de décroissance de la température, faible, 1,5 degré par siècle, mais une croissance négative, comme diraient les économistes. Le dioxyde de carbone, c'est la nourriture des plantes. C'est irremplaçable comme nourriture des plantes. Non seulement indispensable, mais irremplaçable. C'est avec l'eau, bien sûr, le sol, tout ça va permettre de faire pousser les plantes. Ce que l'on constate depuis que l'on mesure avec précision l'évolution du taux de CO2 dans l'air, on constate qu'il a augmenté, et c'est évidemment au moins pour partie dû au fait que l'on brûle des combustibles fossiles. Donc on augmente le taux de CO2 dans l'air. On est passé de 0,03% à 0,04%. Hein, ce n'est pas une proportion énorme. En revanche, si l'on s'intéresse à l'oscillation saisonnière du taux de CO2 dans l'air, tous les ans,
au printemps et en été, on s'aperçoit que le taux de CO2 dans l'air diminue. Pourquoi ? C'est la manifestation directe que les plantes sont avides de CO2 pour leur croissance. Si l'on mesure maintenant l'amplitude de cette chute de taux de CO2 dans l'air, et qu'on le compare le début des mesures qui remonte à 1959 et maintenant, on s'aperçoit que cette amplitude, si on la mesure à un endroit au milieu de la végétation, l'exemple sur la courbe, c'est ici à La Jolla en Californie, on s'aperçoit que cette amplitude a augmenté nettement plus vite que le taux de CO2 lui-même. Preuve que la végétation était en manque de nourriture et que, plutôt que de s'interroger, enfin, même si on parle en termes de principe de précaution, on a deux problèmes antagonistes. Le CO2 est effectivement, gaz à effet de serre, responsable d'un très petit réchauffement de l'air. Est-ce un problème compte tenu du fait que, parallèlement, il a un effet bénéfique sur la végétation qui a été chiffré dans une étude américaine, cet effet bénéfique, à 3200 milliards d'euros. 3200 milliards d'euros d'effet bénéfique du CO2 pour nourrir les plantes et donc augmenter le rendement des récoltes. Alors, on a l'habitude de présenter dans les médias l'effet de serre comme un grand dommage pour l'humanité. S'il n'y avait pas d'effet de serre, principalement de la vapeur d'eau, mais aussi, dans une moindre proportion, du CO2, la température de la Terre serait 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Autrement dit, ça serait invivable. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que l'effet de serre, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable pour qu'il y ait de la vie sur Terre. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que le petit augmentation de CO2 entre 0,03% qui est passé à 0,04% en un siècle, est-ce que ça risque de faire un réchauffement dangereux dangereux, on a tous connu des nuits froides et des canicules, entre les deux il doit y avoir 40 ou 50 degrés d'écart, l'humanité que je sache s'y adapte très bien, donc si c'est une fraction de degré, je doute que même on s'en rende compte. Mais bon, car on va bien parler d'une fraction de degré. Que nous dit le dernier rapport du GIEC ? C'est explicitement écrit, en cas de doublement du taux de CO2 dans l'air, on aurait une élévation de température entre 1 degré et 2,5 degrés. De combien augmente le taux de CO2 ? On a dit, on est passé de 0,03% à 0,04%. Actuellement, on est sur une pente depuis 20 ans d'0,5% par an. Dans l'air, il augmente de 0,5% par an. Donc, il faudra plus d'un siècle pour que ça double à ce rythme-là. Si donc je reprends la valeur basse de la prédiction du GIEC, qui à mon sens est encore un peu exagérée, et on va dire pourquoi dans un instant. Mais si on prend cette valeur basse, 1 degré, multiplié par 0,5% par an, multiplié par 85 ans pour aller jusqu'à la fin de ce siècle, on va trouver un réchauffement de 0,3 degrés, en reprenant la valeur du GIEC, entendons-nous bien. Bon. Alors, est-ce que cette valeur, on peut lui faire confiance ? Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de mesurer le rôle du CO2 qui est dans l'air par un outil qu'on appelle un spectromètre infrarouge. Qu'est-ce qu'on constate ? Bon, les mesures sont connues depuis 40 ans. Hein. On constate qu'aux deux fréquences d'absorption du rayonnement émis par la Terre, par les vibrations de la molécule de CO2, donc il n'y en a que deux par symétrie, une qui est le carbone vibre contre les deux atomes d'oxygène de part et d'autre, et le carbone vibre perpendiculairement aux deux atomes d'oxygène de part et d'autre. Il n'y a que deux possibilités. Et effectivement, ces deux vibrations se voient très bien dans le spectre infrarouge, donc c'est la prolongation du côté du rouge, de ce qu'on appellerait l'arc-en-ciel, en le prolongeant très loin, et on s'aperçoit, on retrouve le fait que c'est d'abord la vapeur d'eau qui absorbe
à 90% qui absorbe le rayonnement émis par la Terre, et donc effectivement contribue à ce réchauffement de 30 degrés, sans lequel, bien évidemment, la vie ne serait pas possible sur Terre. Et puis, les deux fréquences de vibration du CO2, qui elles aussi absorbent. Et quand on regarde sur ce qu'on appelle le spectre, on s'aperçoit que ces deux fréquences travaillent très bien, puisqu'elles ne laissent rien passer. À ces deux fréquences-là, l'air est opaque, sous une épaisseur, une altitude d'une centaine de mètres, l'air est opaque au rayonnement émis par la Terre. Donc, les vibrations du CO2 travaillent très bien, et on ne voit pas très bien comment ça pourrait augmenter, puisque c'est déjà opaque. Alors quand même, il faut être sûr de ce qu'on dit, et pour s'assurer qu'effectivement on est opaque, on peut embarquer un spectromètre dans un satellite et mesurer en se plaçant tout en haut au-dessus de l'atmosphère, voir si quand même il n'y a pas un peu de rayonnement de la Terre qui va passer. Alors effectivement, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, donc on n'est pas totalement opaque. Le phénomène, on va dire, est saturé à 95%. Donc on n'est pas loin de 100%, mais pas tout à fait. Et donc il y a un petit effet, effectivement, de réchauffement par le CO2. Est-ce que cet effet se voit sur la température de la Terre? C'est ce que montre la courbe qui montre la température mesurée dans la basse stratosphère, c'est-à-dire pratiquement au sommet de l'atmosphère, en fonction du temps. On s'aperçoit, quand on porte en fonction du taux de CO2 dans l'air, qu'on ne voit absolument rien de mesurable. Aux incertitudes près, la température n'a pas augmenté, ce qui est une deuxième preuve que l'effet reste très petit et n'est en aucun cas problématique comparé à l'effet bénéfique du CO2 qui était évoqué tout à l'heure. Vous avez là sous les yeux deux belles courbes, une bleue et une verte. L'une, c'est l'évolution mensuelle de la température de la Terre mesurée par satellite. L'autre, c'est l'évolution mensuelle, l'augmentation du CO2. Pas le total, mais la fraction mensuelle d'augmentation. Vous voyez que les deux courbes se ressemblent étrangement, mais qu'il y en a une qui est décalée dans le temps par rapport à l'autre. Alors, si on reprend, si on incrimine l'effet de serre du CO2 pour expliquer les fluctuations de température. Normalement, on s'attendrait à ce que lorsqu'il y a un pic de CO2, il y a un pic de température qui suivrait donc cette augmentation du taux de CO2 dans l'air. Quand on regarde attentivement, c'est exactement l'inverse qui se produit. En fait, on a d'abord un pic de température, il y a plusieurs exemples, qui sont suivis 9 à 11 mois plus tard par un pic d'augmentation du CO2. Alors, comment on peut expliquer cela? Une des interprétations possibles, c'est de faire appel au fait que dans les océans, il y a 60 fois plus de CO2 que dans l'air. Si donc, pour une raison, par exemple naturelle, on a vu le cycle de 60 ans tout à l'heure, si justement, lorsqu'on est à un sommet du cycle, les océans sont un petit peu plus chauds, ça joue sur des fractions de degrés, eh bien à ce moment-là, il est possible que, comme dans une bouteille de champagne, si on la laisse en plein soleil, le CO2 va partir.
Bon, bah c'est bon. Donc vous regardez toujours Christian. Oui, j'en ai pas marre. Posez la question. Oui, donc il y a un décalage entre les deux courbes, la courbe de la température et la courbe du CO2. Alors effectivement, sur cette figure, on voit bien deux belles courbes, une en bleu et une en vert. En bleu, c'est l'évolution de la température mesurée par satellite, l'évolution mensuelle de la température. En vert, c'est l'accroissement mensuel également du taux de CO2. On voit que la courbe verte ressemble étrangement à la courbe bleue. Avec cette différence, c'est qu'elles sont décalées l'une par rapport à l'autre. Alors, si on incrimine l'effet de serre du CO2 pour expliquer les fluctuations de température. Normalement, on s'attendrait à ce que lorsqu'il y a un pic de CO2, il y a un pic de température qui suivrait donc cette augmentation du taux de CO2 dans l'air. Quand on regarde attentivement, c'est exactement l'inverse qui se produit. En fait, on a d'abord un pic de température, il y a plusieurs exemples, qui sont suivis 9 à 11 mois plus tard par un pic d'augmentation du CO2. Alors, comment on peut expliquer cela? Une des interprétations possibles, c'est de faire appel au fait que dans les océans, il y a 60 fois plus de CO2 que dans l'air. Si donc, pour une raison, par exemple naturelle, on a vu le cycle de 60 ans tout à l'heure, si justement, lorsqu'on est à un sommet du cycle, les océans sont un petit peu plus chauds, ça joue sur des fractions de degrés, eh bien à ce moment-là, il est possible que, comme dans une bouteille de champagne, si on la laisse en plein soleil, le CO2 va partir.